Il y a un peu plus d'un an, je tombais sur une bande-annonce d'un jeu vidéo qui partageait de nombreux points communs avec plusieurs autres jeux que je connaissais déjà, mais dont je n'avais jamais remarqué les similitudes. Je suis alors tombé dans un terrible lapin, découvrant plein de jeux se ressemblant. Esthétique liminale, analogue aurore, histoire sombre et cachée, et mascotte enfantine devenue monstre assoiffé de sang. Voilà quelques éléments constituant ce genre aujourd'hui majeur des jeux d'horreur indépendants, les mascottes horror games. Dans ces jeux en première personne, vous incarnez un enfant perdu, un parent inquiet, un adulte nostalgique et curieux ou un ex-employé d'une entreprise ou société destinée aux enfants. Une garderie, un parc d'attractions, une usine de jouets, une fête foraine ou encore un restaurant à thème, tel est le type de décor coloré dans lequel vous vous rendez et vous retrouvez piégé. Mais cet endroit normalement peuplé de joie et de rires d'enfants est désormais vide, parfois simplement aux heures de fermeture, parfois totalement à l'abandon. Mais vous n'êtes pas tout à fait seul, car là où les mascottes de cet endroit ont pris vie et ont décidé de vous prendre en chasse pour au final vous attaquer avec un jumpscare. Parmi ces mascottes généralement hostiles, certaines vous aideront pour vous guider dans ces lieux et échapper aux créatures qui vous poursuivent. Mais si ces mascottes vous aident, c'est souvent pour que vous les aidiez en retour, et alors elles se révèlent véritables antagonistes. Résoudre différentes énigmes, récupérer des collectibles, faire plusieurs mini-jeux, des phases de plateforme et bien évidemment de fuite, avec presque toujours des endroits pour se cacher, souvent des casiers ou des placards. Vous devrez survivre et progresser dans le lieu où vous êtes désormais enfermé, dans le but d'en sortir vivant, mais aussi d'en découvrir ses secrets. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la plupart de ces jeux sont découpés en chapitres, chacun d'entre eux révélant un nouvel endroit, souvent situé à un étage inférieur du lieu du chapitre précédent, et une ou plusieurs nouvelles mascottes, ennemis comme alliés, ainsi que l'ajout de nouvelles mécaniques de gameplay. Ces chapitres permettent d'étaler la programmation du jeu, ainsi que de fidéliser les joueurs qui doivent attendre plusieurs mois pour pouvoir découvrir la suite du jeu et mieux comprendre son histoire. Vous devrez souvent décrypter cette histoire vous-même, car elle est fragmentée et disséminée dans des détails qu'il faudra plus ou moins chercher et analyser, que ce soit dans des affiches, des pages de journal ou plus simplement dans des enregistrements audio et vidéo. Chaque chapitre a son lot de révélations. Il sera souvent question de meurtres d'enfants, d'expériences pseudo-scientifiques ou de différents rituels, souvent faits dans une recherche de vaincre la mort ou de donner vie à l'inanimé. Si les mascottes vous pourchassent, c'est souvent car elles sont hantées par des âmes, souvent d'enfants, cherchant à se venger du responsable de leur mort, généralement les patrons des entreprises destinées en façade aux enfants, patrons presque toujours responsables de toutes les atrocités. Le premier jeu en date s'inscrivant dans ce genre est Five Nights at Freddy's, sorti en août 2014. Même si le gameplay du premier volet est radicalement différent des mascottes horror games actuels, il pose toutes les bases du genre et en est un véritable pilier. Survivre dans un restaurant à thème, hanté par des mascottes animatroniques, possédées par des esprits d'enfants, intrigues dissimulées dans des détails à peine perceptibles, lore caché et développé dans ses suites, l'utilisation de screamers, bref, tous les éléments principaux des mascottes horror games sont déjà là. Il me semble important d'évoquer les nombreux fangames et parodies de FNAF, qui remplacent les mascottes ainsi que le décor par d'autres personnages et franchises destinées à un jeune public, créant petit à petit le genre que l'on connaît aujourd'hui. Mais le jeu ayant posé les autres piliers du genre, c'est Bendy and the Ink Machine, sorti en février 2017. Bendy s'éloigne des FNAF-like, où nous sommes assez immobiles et très vulnérables, pour se rapprocher des survival horror plus classiques, mêlant déjà horreur, action et énigme, et ajoute la structure en chapitres publiés un par un. C'est cette formule qui sera retenue pour les jeux suivants, et même les suites de FNAF reprendront ce format. Mais le jeu lançant véritablement la mode des mascottes horror games actuelles, c'est Poppy Playtime, dont le premier chapitre est sorti en octobre 2021. C'est Poppy Playtime qui injecte les nouvelles esthétiques liminales et analogue horror qui sont apparues et se sont développées depuis, et qui sont les derniers ingrédients caractéristiques du genre. Depuis, les mascottes horror games ne cessent de sortir et à s'inspirer les uns les autres, à tel point qu'il suffit de remplacer les mascottes, les décors et quelques éléments de lore pour créer un nouveau jeu. Et encore, les décors varient de moins en moins d'un jeu à un autre. Certains arrivent à se démarquer, comme Amanda the Adventurer, sorti en avril 2022, qui prend place dans un endroit beaucoup plus restreint,
un simple grenier bien plus petit que les immenses bâtiments habituels regorgeant de nombreux décors labyrinthiques, répartis sur différents niveaux. Au-delà des piliers que sont Five Nights at Freddy's, Bendy and the Ink Machine et Poppy Playtime, il me semble important d'évoquer Garten of Banban. Son premier chapitre est sorti en janvier 2023, mais il en sort un nouveau presque tous les 2 mois. Chacun des chapitres de Garten of Banban ajoute de nouvelles mascottes, de nouveaux décors inspirés de l'esthétique Liminal Space, en se détachant vraiment de l'aspect urbex présent dans les autres mascottes horror games. Approfondit le lore, qui devient de plus en plus morbide, étrange et bizarre, ajoute des phases de fuite combinées à de la plateforme, et nombreux sont les fangames et jeux s'en inspirant, créant presque un sous-genre à part entière, plus liminal que les autres mascottes horror games, et avec des monstres au design plus proches de dessins d'enfants que de véritables mascottes. Dans un style plus traditionnel, Indigo Park, dont le premier chapitre est sorti en mai 2024, est un très bon représentant du genre, là où Garten of Banban et ses clones sont souvent de mauvaise qualité. Indigo Park ne propose pas de grandes innovations, au contraire, il utilise tous les ingrédients piliers du genre, mais réussit sa recette et en est un parfait représentant. Il serait beaucoup trop long d'énumérer tous les mascottes horror games, et je vous renvoie vers une playlist répertoriant de nombreux trailers pour des jeux de ce genre. Playlist régulièrement mise à jour. Pourquoi ce genre est-il si populaire ? Pour expliquer le succès des mascottes horror games, c'est tout simplement grâce aux mascottes en elles-mêmes. Le rôle premier d'une mascotte est d'assurer la promotion d'une marque ou d'un produit culturel, et sert de symbole personnifié de la marque en question. Même si les mascottes horror games détournent ces mascottes pour en faire des antagonistes, ce qui a d'ailleurs déjà été fait par plusieurs marques, cela reste des mascottes parfaites pour attirer l'œil, créer et vendre des produits dérivés. Et les développeurs n'hésitent pas à en profiter, soit simplement pour gagner plus d'argent, soit pour financer la suite de ces jeux. Même si l'aspect commercialisable de ces mascottes est un facteur important, le genre des mascottes horror fait écho et s'inspire d'un réel sujet. De nombreux jouets et personnages enfantins ont véritablement eu des polémiques et des accusations plus ou moins graves, et plus ou moins fondées. Des jouets simplement révélés dangereux, dus à l'absence de réglementation à l'époque, jusqu'à des accusations de complot et de satanisme. Au-delà du simple usage de mascottes, pour comprendre pourquoi ce genre fonctionne aussi bien, il faut également s'intéresser à la création horrifique sur Internet. Une mécanique souvent utilisée dans ce média et réutilisée dans ce genre est celle de détourner un objet culturel dédié aux enfants. Dessins animés, émissions TV, jouets et bien évidemment jeux vidéo. Nombreux sont les creepypastas parlant d'épisodes perdus, de dessins animés maudits, de cartouches de jeux vidéo hantés ou encore de parcs d'attractions abandonnés, parfois directement marqués par la présence de mascottes hostiles. Et difficile de ne pas évoquer les web-séries comme Happy Tree Friends ou Don't Hug Me I'm Scared, que l'on pouvait facilement croire comme séries destinées aux enfants, mais qui se révélaient gore et glauques. Les mascottes horror games ne jouent pas toujours le jeu de l'appât. On sait d'avance qu'il s'agit d'un jeu d'horreur, même si parfois il s'agit réellement de jeux pour enfants, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Ces jeux font tout de même appel à nos souvenirs d'enfance pour les pervertir et à nos plus vieux cauchemars. Ce mélange de nostalgie pervertie et d'angoisse primaire se marie parfaitement avec l'esthétique des Liminal Space, même si l'ajout d'antagonistes en fait un genre radicalement différent. L'intégration du genre dit analog horror est également typique de ces jeux, car il est souvent mention d'archives audio et vidéo, notamment sur VHS, ce qui ajoute à l'ambiance globale. D'ailleurs, l'esthétique analogique fait souvent partie de l'esthétique liminale. Ce sont par ces archives, plus ou moins dissimulées, que nous découvrons l'histoire et le lore de ces jeux, à la manière d'un ARG, sorte de jeu de piste plus ou moins narratif prenant place au moins en partie sur internet. D'ailleurs, plusieurs mascottes horror games ont leur ARG, qui dévoilent des éléments de leur histoire et annoncent les prochains chapitres. Les mascottes horror games arrivent à fusionner tous ces genres, plus ou moins bien, ce n'est pas toujours réussi. Et personnellement, je perçois ces jeux comme l'évolution des creepypastas comme Suicide Mouse, Candle Cove, Abandoned by Disney ou Cartoon Cat. Ou encore comme l'évolution des jeux vous proposant de vivre l'expérience des creepypastas sur des jeux hantés, comme Bent Round ou Sonic.exe, qui ont connu de nombreuses adaptations vidéoludiques, et qui reprennent directement des mascottes cultes du jeu vidéo. Il me semble important d'évoquer un autre genre s'inscrivant parfaitement dans cette thématique en allant encore plus loin, en proposant des jeux à l'esthétique rétro, soi-disant habités par une sorte d'entité, parfois présentée comme retrouvée sur des vieux ordinateurs ou disques durs.
exactement comme dans certaines creepypastas, comme Mr. Kitty Saves the World, Godzilla NES, ou bien dans le même esprit que Petscop. C'est un sujet très riche qui mériterait une vidéo à part entière, mais je me devais de au moins le mentionner. Il est très probable que les programmeurs de ces jeux et des mascottes horror games ont commencé en faisant des fangames de creepypasta ou de FNAF, comme évoqué plus tôt, ou au minimum ont grandi avec. De la même façon que les creepypastas à leur âge d'or, ces mascottes horror games ont un public très jeune, principalement des jeunes lycéens et collégiens, et parfois même encore plus jeunes. Comme l'esthétique de ces jeux est souvent enfantine, au moins en premiers abords, et parfois totalement destinée à un jeune public, plus enclin à vouloir des produits dérivés, il est plus que probable que beaucoup d'enfants se sont fait avoir comme nombre de ma génération se sont fait avoir par Happy Tree Friends, se retrouvant face à des images très gore beaucoup trop tôt. Car je ne l'ai pas précisé, mais beaucoup de mascottes horror games ont des scènes assez gore. Et même s'il s'agit de mascottes à l'apparence de jouets ou de peluches, ils possèdent du sang et des organes, et cela rend les scènes gore encore plus marquantes. Ces mascottes horror games marqueront probablement toute une génération, exactement comme les creepypastas ont marqué les gens de mon âge. D'ailleurs, si on retire le côté mascotte enfantine, on peut facilement considérer le jeu Slender The 8 Pages, sorti en juin 2012, comme un prémisse des mascottes horror games, le Slenderman étant presque la mascotte des creepypastas. Pour être encore plus proche du genre que l'on connaît aujourd'hui, il suffit de s'intéresser à une parodie de ce jeu, Slendytubbies, sorti en décembre 2012, mélangeant l'univers de Slenderman à celui des Teletubbies, qui sont directement des mascottes pour enfants. Au-delà des jeux vidéo et d'internet, le genre des mascottes horror est également présent au cinéma. Certains des mascottes horror movies, proches du portrait qu'elles ont fait, se situent dans un genre horrifique plutôt comique, presque parodique. Le but n'est plus seulement de faire peur, mais d'être également fun et divertissant, en mêlant horreur, action et comédie. Actuellement, c'est un genre qui se multiplie depuis quelques années, notamment avec des adaptations actuellement en cours de réalisation, mais aussi avec des œuvres plus ou moins originales. Vous aurez sans doute vu passer au moins l'un d'entre eux, même sans forcément les avoir regardés. On pourrait penser que c'est un genre assez récent, mais en réalité, on peut remonter bien plus tôt, et on en trouve la principale origine dans le sous-genre des poupées hantées ou possédées, une thématique très présente dans les films d'horreur, qui se décline en plusieurs sous-genres, et s'est élargie au thème des jouets en général. Et ces films font totalement écho au genre mascotte horror, tout comme les films d'horreur avec des clowns, qui ajoutent tout un imaginaire plus coloré et des décors qui pourraient totalement avoir leur place dans un mascotte horror game. En vérité, beaucoup de films d'horreur peuvent être considérés comme des mascottes horror movies, tout simplement car de nombreux antagonistes sont rattachés à l'enfance. Vous aurez probablement plusieurs exemples en tête. Même des films non considérés comme véritables films d'horreur, voire des films jeune public, partagent plusieurs points communs avec les mascottes horror. Après tout, le thème de jouets ou de personnages fictifs prenant vie est un thème assez courant dans les œuvres pour enfants. Mais comme pour toute œuvre enfantine, il existe au moins une version horrifique, ce qui est particulièrement vrai dans le domaine des creepypastas, il est naturel que cela ait donné naissance au genre mascotte horror. Cependant, je ne sais pas si l'on peut considérer tous ces films comme des mascottes horror movies. Et à ce stade, je pense qu'il est important de se poser la question de ce qui fait l'essence de ce genre, et quelles sont les œuvres qui y appartiennent, ainsi que les œuvres n'y appartenant pas. Au-delà du rapport à l'enfance, il existe de nombreuses figures de l'horreur qui peuvent être considérées comme des mascottes, depuis les premiers monstres classiques comme les Universal Monsters, ou encore les personnages des slashers, qui ont eu le droit à de nombreux produits dérivés. Mais là, on s'éloigne du sujet, car il s'agit de mascottes de l'horreur et non de mascottes horror, à ne pas confondre. La plupart des mascottes horror movies ont simplement des similitudes moins flagrantes et moins présentes que dans les mascottes horror games. Et au final, seul le fond reste le même. Des personnages fictifs destinés aux enfants ont pris vie et ne sont plus gentils ni inoffensifs. Et au final, ce n'est simplement que ça qui définit le genre mascotte horror. Et libre à tout le monde de créer autour de cette idée, et même de s'en affranchir. Après tout, il existe des mascottes pour tout, qui ne demandent qu'être pervertis et transformés en créatures cauchemardesques. Nous arrivons enfin à la conclusion et j'aimerais parler de mon ressenti personnel sur ce genre. Comme je l'ai dit plus tôt, je considère le genre mascotte horror comme l'évolution directe d'une grande catégorie de creepypasta, pervertissant des œuvres liées à l'enfance. Une de mes creepypastas préférées entre en parfaite résonance avec les mascottes horror, Whistle Gaze Day,
racontant l'histoire d'un personnage de cartoon devenu une entité monstrueuse, hantant une mystérieuse VHS. C'est globalement un mélange entre l'univers de Bendy, dont la creepypasta s'inspire, et celui de Amanda the Adventurer, qui n'était pas encore sorti. Le genre des mascottes horror me fascine et m'inspire beaucoup pour créer des courts-métrages et fausses bandes-annonces, notamment autour de Whistle Guy, mais aussi autour d'histoires beaucoup plus connues. C'est un genre pour lequel j'ai beaucoup d'affection, mais je ne peux pas nier le manque d'originalité et regretter le côté répétitif, surtout dans les jeux, qui se ressemblent vraiment souvent, et pas qu'un peu. De nombreux mascottes horror games sont réputés pour être la copie d'un plagiat d'un autre jeu, qui lui-même est fortement inspiré d'un autre. Et c'est sans compter les fangames, qui d'ailleurs sont souvent faits par de très jeunes développeurs. Mais au final, ce sont toutes ces copies et inspirations qui ont formé les différentes caractéristiques créant petit à petit le genre que l'on connaît maintenant. C'est un genre souvent décrié pour la qualité souvent médiocre, voire carrément mauvaise des jeux, qui sont souvent soit faits dans l'unique but de faire de l'argent et de vendre des jouets, et donc ne se préoccupent pas de la qualité, soit par des enfants fans de ces jeux mais n'ayant simplement pas les connaissances ni l'expérience pour proposer des bons jeux. Mais il existe aussi de nombreux jeux faits par des développeurs passionnés et plus expérimentés, qui sont souvent qualifiés de jeux sauvant le genre ou lui donnant une nouvelle vie. Mais personnellement, surtout après avoir décortiqué ce genre, je pense qu'il y a simplement toujours eu des bons et des mauvais mascottes horror games, comme dans n'importe quel autre genre. Il y a peut-être simplement plus de mauvais jeux que de bons. Un autre élément souvent critiqué est la structure de ces jeux, la plupart du temps en chapitres, vendus séparément comme s'il s'agissait de plusieurs jeux différents, chacun ayant une fin ouverte et des éléments de lore restés dans l'ombre, pour toujours pouvoir faire une suite. Cela donne souvent l'impression de jouer à un jeu non fini, où les développeurs n'osent pas proposer de véritables dénouements pour maintenir leur popularité, poursuivre et capitaliser au maximum leur succès, sans prendre le risque de commencer une nouvelle série, voire de proposer un nouveau jeu unique se suffisant à lui-même. À l'heure actuelle, c'est un genre réputé en fin de vie. Du moins, il y a un grand sentiment de lassitude, surtout au niveau des jeux, mais qui n'empêche pas la sortie et l'annonce de nouveaux jeux et de nouveaux chapitres. Ce qui prouve que le genre n'est clairement pas mort et est destiné à durer encore un bon moment, mais risque simplement de baisser en popularité. Un autre élément de ce genre que je n'ai pas du tout évoqué est le rapport de ces jeux aux créateurs de contenu, principalement les youtubeurs et streamers. C'est principalement grâce à ces créateurs que j'ai découvert et consommé ce genre, que ce soit par des let's play, des vidéos analyses et théories, des challenges de programmeurs visant à créer un mascot horror game en peu de temps, et tout un contenu en tout genre créé par des fans. Le succès de ces jeux est notamment dû à la grande popularité de ces vidéos, surtout les let's play et les analyses, et grâce à leur communauté de fans et leur créativité. Chansons, courts-métrages, séries en analogue horror, ARG et le principe même des fangames et de jeux créés par des fans. Qu'on aime ou pas, ces jeux occupent une place très importante sur la création horrifique sur internet, plus particulièrement sur YouTube, et cela depuis FNAF, qui continue à avoir des fangames et des fanfilms, notamment en analogue horror. C'est un genre qui invite à la création, et personnellement je n'échappe pas à la règle, avec des courts-métrages, des fausses bandes-annonces, et tout simplement avec cette vidéo, qui arrive enfin à son terme. Merci de l'avoir regardé, ça a été un plaisir de la faire et de vous la partager, même si ce n'était pas facile et cela m'a pris un peu plus d'1 an. Encore une fois, je vous invite à découvrir ces jeux et ces films par vous-même pour vous faire votre propre avis. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de mon contenu habituel, et je n'ai pas spécialement prévu de me spécialiser dans ce type de contenu. Sauf si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous donner votre avis et vos idées en commentaire. Si vous découvrez ma chaîne, je fais principalement des courts-métrages et fausses bandes-annonces horrifiques, notamment en stop motion avec des Playmobil, ainsi que des vidéos de Liminal Space. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous dis simplement salut!